Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Comme chaque vendredi, nous vous proposons, avec un journaliste du Finistère, de décrypter les faits marquants de la fin de la semaine. Aujourd'hui, Valérie Lenigène de France Bleu Brésil. Tout de suite, l'actualité de ce vendredi 14 décembre 2012 dans le Finistère. Les salariés et les producteurs de lait de la Sille appellent à manifester ce samedi à Plouvien. En cause, la loi littorale qui bloque le projet d'extension de l'usine et notamment le projet d'une construction de chaufferie bois. Valérie Lenigène, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes intéressée à l'affaire de cette commune de Plouvien qui envisage d'ailleurs une initiative hors du commun. Il semblerait que Plouvien ne soit plus autant attaché que ça à la Berbenois. En tout cas, c'est une hypothèse qui est envisagée par le maire. Pourquoi pas se détacher d'une trentaine d'hectares autour de la Berbenois, céder ces terrains à la commune voisine Tréglaunoux pour ne plus être une commune littorale et donc ne plus avoir les contraintes urbanistiques liées à cette loi. C'est effectivement assez incroyable, mais il faut rappeler que Plouvien, qui n'a pas de plage, mais simplement cette abère, vient de subir, entre guillemets, plusieurs déconvenues. Alors il y a les 8 éoliennes qu'il va falloir détruire. La justice vient encore récemment de dire que oui, effectivement, il fallait, c'était confirmé, il fallait les détruire. Et puis il y a cette plainte en référé cette semaine d'un riverain qui bloque le projet d'extension de la Sille. Or, il y a quand même entre 50 et 80 emplois en jeu, d'où cette manifestation demain. Il y a une date d'audience, le 27 décembre, et beaucoup d'émotions évidemment dans la commune. Alors, un riverain, parce qu'il y en a 8 autres qui sont d'accord pour... Alors, il y en avait 8 à l'origine. Effectivement, il y a sans doute eu des transactions à l'amiable et tout à fait confidentiel. Il y en aura peut-être aussi avec ce dernier riverain, peut-être qu'il n'y aura pas d'audience, mais en tout cas, en mairie, on réfléchit malgré tout à cette possibilité de ne plus être une commune littorale et donc de se détacher de ces 30 hectares. Ça ne va pas se faire comme ça, il va falloir que les deux conseils municipaux soient d'accord, que le préfet aussi se saisisse du dossier, qu'il y ait une enquête publique, mais bon, ça semble quand même assez incroyable qu'on puisse en arriver là, vouloir se débarrasser de terrain pour éviter les contraintes de cette loi littorale. Si elle se débarrasse de ces terrains, Plouvien peut à nouveau envisager un développement plus facile, quoi. Mais en fait, la loi littorale qui concerne 900 communes en France, puis beaucoup dans le Finistère, on est un département très très découpé, pose souvent des difficultés. Bon, elle a évidemment... On l'avait vu dans le pays, à Saint-Paul-de-Léon, avec la SICA. Avec la plateforme effectivement de la SICA. Elle a évidemment plein d'intérêts. Le but du jeu, c'est quand même d'éviter un développement urbanistique important sur les côtes, de protéger ces côtes, mais il y a effectivement des cas où c'est très compliqué à mettre en œuvre au niveau donc du suivi dans l'aménagement du territoire. La Sille devra attendre encore de longs mois pour envisager son extension ? Ça dépend sans doute des négociations, des transactions à l'amiable qui peuvent se mener, qui doivent se mener actuellement entre avocats, c'est sûr. C'est confidentiel probablement. On en saura plus dans quelques semaines. En tout cas, si la mairie finalement va jusqu'au bout de sa démarche, ça va prendre de nombreux mois. Donc c'est pas sur ce point que la Sille projette certainement de faire quelque chose. Alors on reste dans le développement économique, mais avec les transports et notamment l'initiative de 150 patrons finistériens pour accélérer la mise en place de la ligne à grande vitesse entre Paris et Brest ou Quimper. Ils lancent ce vendredi le club TGV Bretagne-Finistère. Ils ont même invité les responsables nationaux de la SNCF pour appuyer leur démarche. Alors Valérie, quel est le rôle de ce club ? Alors c'est un club aussi à l'initiative de la SNCF, c'est pour finalement accompagner l'arrivée du TGV, parce qu'en 2017, au printemps 2017, on va quand même avoir un vrai gain de temps. On va gagner 42 minutes avec la LGV entre Rennes et Le Mans. Ça va nous amener à 3h08 pour ce que la SNCF appelle les trains flambeaux. Il y en aura très peu, mais ces trains très rapides qui ne s'arrêtent nulle part ou simplement un seul arrêt. Et puis en général 3h30. Alors ce club a l'intention de préparer cela, alors de travailler sur les aménagements autour des gares, de travailler aussi sur les projets économiques, par exemple touristiques. Salins, par exemple, pourrait envisager de mettre à son catalogue des week-ends Paris-Pointe-du-Raz. Ce qui est difficile. C'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est trop long. Il va effectivement de venir en train
train jusqu'à Quimper? Alors, venir en train jusqu'à Quimper, ou Brest d'ailleurs, c'est possible, ça va être possible, mais il y a quand même cette crainte aussi des patrons bretons que la Bretagne ne soit plus la priorité en fait des grands travaux prévus dans le SNIT. Alors le SNIT, voilà, c'est le schéma national d'infrastructure des transports qui est en discussion en ce moment. Et l'enveloppe risque d'être réduite parce que l'argent manque en ce moment. Effectivement, 3h08 pour les trains flambeaux, les TGV flambeaux, 3h30 pour la plupart. C'est pas suffisant pour la plupart des hommes politiques, femmes politiques et chefs d'entreprise de la région qui veulent gagner au moins une demi-heure. Alors, ça fait longtemps que l'État, vraiment très longtemps que l'État promet aux Bretons le TGV à 3 heures. Et finalement, c'est pas suffisant. Alors là, on voit par exemple une des cartes anamorphosées qui a été produite par Investir en Finistère. Investir en Finistère, c'est une association avec les 3 CCI et une trentaine d'entreprises les plus importantes du Finistère qui actuellement travaillent vraiment d'un point de vue, c'est un lobby, pour faire avancer le dossier. Et c'est une des cartes qu'ils ont envoyées à Paris, notamment à cette commission de priorisation, pour que parmi les 28 projets qui sont actuellement en discussion et il y en aura à peu près une soixantaine 60% qui vont être retenus, et bien qu'évidemment la Bretagne et le bout du bout soit effectivement dans les prioritaires. Donc l'idée c'est de ne pas voir cette carte justement puisqu'elle met vraiment la Bretagne très très loin de Paris. Merci beaucoup Valérie. On passe à la culture avec Joe Cocker, Manu Dibango, Jacques Higelin ou encore Kali. Ce vendredi, les têtes d'affiche de la prochaine édition du Festival du Bout du Monde ont été dévoilées, un événement qui a lieu seulement dans 8 mois, mais en revanche Noël, vous l'avez noté, c'est seulement dans 2 semaines. Les organisateurs lancent donc une billetterie avec des billets à prix d'amis, de quoi garnir le pied du sapin. Un petit aperçu de l'intérieur du cadeau avec Kevin Keillet. C'est autour d'une tasse de thé que les organisateurs du Bout du Monde nous dévoilent les premiers artistes de l'édition 2013. Le Catalan qu'on n'avait jamais invité, auteur-compositeur Kali. Le retour sur scène du trio La Rue Quétanou. Vous l'avez entendu, les noms tombés sont les Français Kali et La Rue Quétanou. Autre nom bien connu, c'est Joe Cocker, le retour à Crozon du survivant de Woodstock. On reste dans le lourd avec le grand bluesman Taj Mahal, le pape de l'afro-jazz Manu Dibango, sans oublier le rocker français Jacques Higelin. La programmation du Bout du Monde, pour nous, c'est des grosses pointures de la scène nationale, internationale, et puis des belles découvertes. On fait attention à toujours respecter un peu des provenances du monde entier, parce que c'est ça qui fait la force du festival, justement, c'est que c'est ouvert sur le monde. Une ouverture qui permet des rencontres étonnantes, comme celle-ci. Un ensemble symphonique, l'orchestre universitaire de Brest et le Congolais Ray Lema. Pour nous, c'est un vrai enjeu, un vrai pari, parce que c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, une écriture qu'on ne connaît pas forcément. Un spectacle polyphonique à découvrir donc, avec le reste de la programmation. Il y a quelques pistes pareilles de groupes un peu du monde entier qu'on dévoilera en avril. Alors, en attendant confirmation, le 5 avril prochain, des groupes tels que Calexico ou Rokia Traoré semblent sur les rails pour compléter la grille. Et pour les plus impatients, l'opération billetterie à prix d'amis est renouvelée cette année. 2800 billets seront donc en vente à prix réduit à partir de demain, samedi 15 décembre à 9h. Après la musique, l'art plastique a des nuits-lumière, c'est la dernière installation du créateur Yann Kersalé, visible à partir de ce vendredi à Landerneau. Le plasticien Douarnenis a installé d'étranges boîtes noires au Centre d'art contemporain Hélène et Édouard Leclerc pour la culture. Xavier Patrijon a visité l'installation en avant-première. Un balai lumineux vient déstabiliser la nuit à la Halle des Capucins à Landerneau. L'espace contemporain accueille Yann Kersalé pour une installation en son et lumière. Il est associé à des grandes réalisations architecturales, des mises en lumière de paysages. Mais nous, en Bretagne, on ne l'a jamais vu dans une exposition. Il a fait des œuvres in situ dans la forêt du Helgoat, à Rennes, mais on ne lui a jamais offert une exposition très grande. L'artiste propose de voguer dans ces rues plongées dans un crépuscule paisible. Les Black Box, quant à elles, accueillent la projection de différentes installations réalisées en Bretagne.
C'est plutôt une promenade, une géopoétique, une forme comme ça de déplacement dans l'espace et le temps que je propose ici. Une espèce de retrouvailles avec les étonnements de leur enfance ou avec la simplicité de percevoir les choses. Ici, on n'est pas dans un lieu muséal contraint et restreint, on est dans un lieu où on peut toucher les œuvres. Alors en fait, il y a plus de 650 télévisions mondiales qui ont été projetées sur le radome de Plomeur-Bedou. Ceci est une sorte de quintessence, ou plus exactement une mise en abîme de cette installation. Et des mises en abîme, il y en a 8 au total à observer sans lecture prédéfinie jusqu'en mai 2013. Voilà, et après mai, une exposition Miro. Je crois que ça vous intéresse, hein, Valérie. Tout à fait, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu commenter l'actualité ce vendredi soir. On se retrouve lundi à partir de 18h15 pour un nouveau point sur l'information dans le Finistère. Bonne soirée à vous et bon week-end.